Et à la fin de la vidéo, ça t'explique c'est quoi qu'il y a de nouveau, c'est YFood. Alors surtout, tu t'en vas pas à quel? La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Guillaume. Bon, au début, je voulais faire une ambiance un peu Halloween, un machin sympa avec des bougies, un petit peu du décor, mais en fait, déjà, moi, j'ai pas de costume. Et niveau décor, j'ai que dalle. Et en bougie, bougie d'anniversaire. Donc, que dire de plus? Et joyeux Halloween! Cette année, Halloween tombe, comme par hasard, le jour de la sortie de ma vidéo. Alors j'ai envie de vous gâter un peu. Pour marquer l'événement, ce n'est pas une, mais 3 histoires que je vais vous conter. 3 histoires extraordinaires qui, je l'espère, sauront vous remuer et vous effrayer. Et comme toujours sur ma chaîne, il ne s'agit que d'histoires authentiques. Sauf une. Alors, jouons ensemble. Laissez de côté Google et autres spoils en commentaire. Essayez de trouver laquelle de ces histoires n'est qu'affabulation et lesquelles vous redonneront foi en l'être humain en illuminant vos cœurs d'espoir et de douceur. Ou pas. Ne levez pas les yeux au ciel tout de suite, mais scrutez l'obscurité et regardez bien où vous mettez les pieds. Nous partons pour la première histoire. Nous sommes au milieu des années 50. La très jeune Zavitki grandit dans les rues de Moscou. Quand est-elle née? Nul ne le sait avec précision. Les détails de sa venue au monde ne figurent pas dans la très mince section de son dossier retraçant ses origines. Son nom complet? Inconnu. Ou en tout cas non rapporté, à supposer qu'un jour quelqu'un s'en soit soucié. Ses parents? Il n'en est pas fait mention. Qui étaient-ils? L'ont-ils abandonné? Vendu? Sont-ils morts? Les archives ne le précisent pas. Tout juste sait-on qu'elle a passé les 3 premières années de sa vie au milieu de laissés pour compte et de sans-abri, comme elle. Une situation tragique, mais providentielle pour les dirigeants russes de l'époque. Khrouchtchev est au pouvoir depuis peu et tente de faire table rase de la politique stalinienne. Le plan est le suivant. Sauver les gens comme elle, symbole des dérives de l'ancien régime, et montrer le nouveau visage d'un communisme qui œuvre réellement dans l'intérêt du peuple en éradiquant la pauvreté. Enfin, éradiquer la pauvreté ou éradiquer les pauvres, c'est pas exactement la même chose. Nous sommes alors en 1957, au début de la course à l'espace. Et bien sûr que le bien-être de Zavitki va être le dernier des soucis du gouvernement. Dans une course, il faut aller vite. L'URSS doit envoyer en premier un homme dans l'espace, toute autre considération est secondaire. Mais ça ne se fait pas sans expérimentation. Et les pilotes de chasse chevronnés qu'on doit envoyer faire des pirouettes là-haut, c'est précieux. On ne peut pas vraiment se permettre de les tuer les uns derrière les autres à bord de vaisseaux mal conçus. Donc, il va falloir faire les premiers tests sur des individus remplaçables. Utiliser des prisonniers ou des volontaires commis d'office comme cobayes, ils risquent de ne pas être très coopératifs. En plus, imaginez que leurs familles finissent par l'apprendre. Ça pourrait faire des vagues. Alors que la petite Zavitki, personne ne la connaît. Personne ne viendra la réclamer. Cernée de scientifique et de militaire, qu'importe ce qu'on lui demandera, elle n'aura d'autre choix que d'obéir et se plier docilement aux ordres des chercheurs. Et si jamais elle refuse, compte tenu de son gabarit, il ne sera pas trop difficile de l'y contraindre. Un petit comité de responsables de la propagande et de l'OKB1, mené par Korolev, se réunit à l'automne pour la forme. Sans grand débat, la décision est prise et 24 heures plus tard, Zavitki, qui était au mauvais endroit au mauvais moment, disparaît à tout jamais des rues moscovites. Si elle s'était trouvée 200 mètres plus loin à ce moment-là, le sort serait tombé sur quelqu'un d'autre. Mais bon voilà. Ce coup-ci,
c'était pour elle. A-t-elle d'abord été heureuse d'échapper au froid de l'hiver? Inquiète de se retrouver avec des inconnus? Qu'importe. On ne gâche pas du ruban encreur pour inscrire ce genre de futilité dans un dossier. Plongée dans un monde qu'elle ne comprend pas, elle a peut-être eu un bref moment l'espoir d'une vie meilleure. C'est beau, l'espoir. Zavitki devient alors le sujet central d'un dérivé du projet baptisé Objet D et construit à la hâte. Pour celles et ceux qui l'ignorent, la méthode russe d'alors en matière de spatial était la suivante. On fait des essais grandeur nature. Si ça réussit, on étale notre avance technologique et notre idéologie à la face du monde, en grande pompe. Et si ça rate, on enterre l'info et les débris. Un vaisseau, c'est que de la ferraille. Ça se reconstruit. Et les petites Zavitki, il y en a plein les rues de Moscou. La mission est scientifique. Le vaisseau embarquera donc divers instruments de mesure. Mais aussi, et c'est une nouveauté pour les équipes, un système de support de vie destiné principalement à apporter de l'oxygène et absorber le CO2. D'un point de vue technologique, rien de nouveau. Survivre en environnement confiné, on sait déjà faire dans les sous-marins, par exemple. Réduire, alléger ces systèmes et les adapter au vide spatial, c'est ça, la première. Concernant la petite Zavitki, c'est un problème inédit qui se pose. Là où un pilote de chasse aguerri saurait se contenir, le stress du lancement va forcément faire s'affoler la petite orpheline. Elle va respirer fort, crier, vouloir s'échapper, ou à minima se débattre, probablement se faire dessus aussi, voire même vomir. Il faut donc gérer ces probables excrétions, veiller à ce qu'elle n'arrache pas les capteurs dont elle sera bardée, s'assurer qu'elle n'endommage rien à bord si elle panique. Il ne faut pas non plus qu'elle se blesse. Sa santé importe peu, mais du sang flottant dans l'habitacle exigu, même en faible quantité, risquerait de causer un court-circuit ou de fausser les relevés. Une petite combinaison sur mesure est donc fabriquée, toujours à la hâte. Deux bénéfices à celle-ci. Zavitki ne pourra pas arracher les électrodes et capteurs placés en dessous, et elle ne pourra pas non plus retirer la couche mise en place pour récupérer sels et urines. Enfin, et pour parer à toute éventualité, elle sera maintenue en place par des sangles et sa cabine, aussi faussement luxueuse que soit cette appellation, sera sommairement capitonnée. Ça lui évitera de se couper et au pire, cela absorbera les fluides. Combinaison, sangles, capitonnage, tout est prévu. Mais quand vous êtes habitué à gigoter ou marcher comme bon vous semble, que vous ne comprenez rien à ce que l'on vous demande ni à ce que l'on attend de vous, être immobilisé pour des heures, voire des jours, que doivent durer la mission, n'a rien de naturel. Une capsule spatiale pour des astronautes, c'est déjà petit. Que ce soit sur les premiers vols Soyouz ou les plus récents à destination de l'ISS, 2 à 3 passagers sont entassés dans le plus petit espace possible. Il faut minimiser la masse globale, la quantité de carburant, la taille des parachutes et des protections thermiques nécessaires. À l'évidence donc, Zavitki n'aura pas droit à un palace. Le seul impératif est qu'elle ait la place pour respirer. Tout espace supplémentaire est superflu. Alors, pour l'habituer à ces conditions, fini la liberté. Zavitki est placée dans des cellules de plus en plus petites, jusqu'à passer plus de 20 jours immobilisée sur un support bloquant ses mouvements. Elle ne peut être que debout ou à peu près assise. Impossible par exemple de se retourner sur elle-même. Impossible de marcher, de faire un geste, de s'étirer, de se gratter, de soulager ses crampes, de calmer le fourmillement dans ses membres ou d'espérer un peu de soulagement dans un repos vaguement confortable. Bien sûr, elle appelle à l'aide, se débat, crie, supplie les agents et le personnel supposé s'occuper d'elle de la libérer lorsqu'ils viennent lui apporter sa nourriture. Mais rien n'y fait, elle reste seule à endurer son calvaire pour la mère patrie reconnaissante. Elle n'est rien d'autre que remplaçable. De quoi devenir folle, pensez-vous? Ça vous surprendra peut-être, mais c'est effectivement ce qui arriva. En plus de l'esprit, le corps de la pauvre petite, déjà faible, commence à lâcher aussi. Les scientifiques la notent agitée, tentant en permanence de se libérer au risque de se blesser. Il est noté, je cite, « une détérioration de l'état du sujet ».
Il constate aussi que, bien que nourrie, elle ne fait plus ses besoins. Pragmatique, il lui donne alors des laxatifs, qui restent sans effet. Elle fut donc libérée et ses interminables sessions de contention furent remplacées par un enchaînement de sessions plus courtes, mais toujours dans les mêmes conditions. Bien évidemment, cela ne fut pas son seul traitement. La plus célèbre et la plus visuelle des étapes de préparation au lancement d'une fusée, c'est le passage par la centrifugeuse. Pour un adulte musclé, entraîné, motivé et qui sait pourquoi il est là, c'est déjà une épreuve physiquement exigeante. Autant dire que pour Zavitki, ce sont de nouvelles tortures qui commencent. En plus d'être très régulièrement enfermée dans la cabine reproduisant les 4G de l'accélération des lanceurs soviétiques, elle subit la diffusion du bruit assourdissant des moteurs à l'intérieur d'une sonde. Les dossiers de l'époque ne rapportent que les données physiologiques, et l'on y trouve des informations comme doublement du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Comme déjà indiqué, les cris, les pleurs, la peur et l'angoisse ne sont pas des données pertinentes à collecter. Les semaines passent, avec chaque jour les mêmes épreuves, ponctuées d'examens et prélèvements médicaux. Sa seule nourriture sur cette période, c'est un gel nutritif reconstitué à base de poudre et d'eau, qui sera d'ailleurs réutilisé auprès des cosmonautes pour les futures missions spatiales. Un nouveau jour arrive et une nouvelle fois, Zavitki est mise en condition de vol. Combinaison, harnais, sangle, installation dans son module. Elle est habituée, ou plutôt résignée. Encore une journée de test, à quoi bon lutter, se dit-elle peut-être. Mais cette fois, c'est différent. Pour la première fois depuis des mois, elle sort du laboratoire. Elle traverse de longs couloirs qui lui sont inconnus, monte dans un camion et entrevoit au loin les structures de la base de lancement. Au centre, trône une immense fusée sur son pas de tir. Débarquée au milieu du complexe surveillé par l'armée, la petite est installée au sommet du missile R-7 Semyorka qui n'attendait qu'elle. Zavitki reste là, immobile, sanglée et harnachée pendant 3 à 4 jours selon les sources. 2 assistants viennent la surveiller et la nourrir. Les nuits hivernales étant glacées au milieu des steppes kazakhs, un petit radiateur lui sera quand même installé. Elle est certes remplaçable, mais à quelques heures du lancement, ça serait dommage de la faire mourir de froid. Les dernières électrodes et capteurs sont installés, puis la porte du vaisseau est scellée. Rythme respiratoire, pression artérielle, électrocardiogramme. Aux côtés des instruments de mesure scientifique, tout est prêt pour suivre seconde par seconde le déroulé de la mission, ou presque. En effet, la Russie ne dispose pas d'un maillage mondial d'antennes pour suivre le vol dans sa totalité. Les équipes ne reçoivent les données que lors du passage du satellite au-dessus d'une station radar soviétique. Ainsi, sur la centaine de minutes que dure une orbite, seule une dizaine permettent de capter les signaux télémétriques. Au centre de contrôle, la mise à feu est imminente et les premières données arrivent. Paramètres physiologiques de prélancement, nominaux. Fréquence cardiaque avant lancement, 103 pulsations minutes. 2h30 du matin, mise à feu. Fréquence cardiaque en phase d'accélération, 240 pulsations minutes. Fréquence respiratoire quadruplée en phase d'accélération maximale. Pas de perte de conscience. Température cabine 15 degrés. 2h35 du matin. Signal vaisseau hors de portée. Première orbite et retour du signal à 4h17. Rythme cardiaque élevé en phase d'impesanteur, ralentissement plus lent que lors des tests en centrifugeuse, température cabine 20 degrés, 4h26 du matin, signal vaisseau hors de portée. Seconde orbite et retour du signal à 6h02. Retour progressif à la normale des différents paramètres physiologiques. Température cabine 30 degrés. Hygrométrie cabine en hausse. Le système de ventilation censé se déclencher au-delà des 15 degrés reste inactif. 6h11 du matin, signal vaisseau hors de portée. Troisième orbite, retour du signal à 7h48. Paramètres physiologiques anormaux. Fréquence respiratoire et cardiaque en forte hausse. Température cabine 40 degrés.
hygrométrie cabine en hausse, système de ventilation non fonctionnel. 7h59 du matin, signal vaisseau, hors de portée. Là-haut, la petite Zavitki est seule, prisonnière dans sa combinaison, incapable du moindre mouvement, sans contact avec l'extérieur, confinée dans un lieu étouffant, sans échappatoire ni personne pour entendre ses pleurs. Au sol, à la 4e orbite, on récupère le signal à 9h37. Paramètres physiologiques absents. Température cabine, 45 degrés. Système de ventilation non fonctionnel. Au sol, il est clair pour tout le monde que Zavitki n'a pas survécu au voyage. C'est avec le cadavre de la petite orpheline que 162 jours plus tard, l'objet D fera son retour dans l'atmosphère. Manifestement, les systèmes de survie ne sont pas encore au point. Il va falloir réaliser quelques tests supplémentaires. Mais bon, heureusement, des Zavitki, il y en a plein les rues de Moscou. En fuyant la guerre, beaucoup espèrent échapper à ces horreurs et retrouver une vie paisible à défaut de n'être plus jamais vraiment normal. Vous n'emportez alors que les souvenirs du passé. Ou bien y a-t-il autre chose qui vous accompagne vers ces terres d'exil? Laos, Vietnam, Philippines, Cambodge. Au début des années 80, cela fait des décennies que ces pays subissent tour à tour invasion, occupation, colonisation, coup d'État et purge dictatoriale. L'enfer sur Terre pour les habitants dont beaucoup décident de risquer leur vie en partant vers des cieux plus cléments, plutôt que d'attendre une mort certaine. Grâce à un sort favorable, vous pouviez, échappant à la délation et au bal du régime, arriver à embarquer sur un bateau, rejoignant ainsi les rangs des boat people. Faisant partie des plus chanceux, vous surviviez au chavirage de l'embarcation, au froid et à la famine à bord. Les moins en veine, eux, ont fait le bonheur des requins. Votre âme est encore de ce monde à l'approche des côtes occidentales? Il vous faut maintenant échapper aux pêcheurs qui, en divers points du parcours, se transforment parfois en pirates opportunistes. Enfin, vous étiez vraiment vernis si vous posiez pied à terre sans que votre navire ne soit refoulé par les gardes-côtes après 12 000 km de traversée de l'océan Pacifique et sans escale. Malades et affamés, c'est en effet sur les côtes américaines qu'arrivent bon nombre de réfugiés asiatiques. Ils survivent au voyage, mais parfois, trop affaiblis par la traversée et en dépit des soins et de la nourriture reçue, c'en est fini pour eux. Mais vous voilà donc enfin en sécurité, loin des massacres, pour commencer votre nouvelle vie en toute quiétude. Pour les rescapés installés dans les camps de transit, les mois passent dans une relative tranquillité. Mais bientôt, quelque chose, tout droit sorti des plus anciennes légendes, rattrape ses premières proies. Les victimes, qui vont bien tant que le soleil est là, passent une soirée normale et vont se coucher avec leurs proches. Pour ne jamais se réveiller. Pas de signe avant-coureur, juste un être qui s'éteint sans bruit, ne laissant au matin qu'une famille endeuillée. Mais pourquoi s'en soucier? Les morts, ça arrive, alors les médecins qui assurent le suivi des nouveaux arrivants n'y prêtent guère attention. Sauf que les décès s'enchaînent pour rapidement atteindre un nombre alarmant. Alors, non pas que les autorités de l'époque aient été particulièrement soucieuses de la santé des migrants, mais il ne faudrait pas qu'un mal importé de terres communistes se propage aux citoyens américains. Et par quel vecteur? La seule certitude, c'est qu'il ne s'agit pas de morts violentes. Maladie, infection, intoxication, empoisonnement. Rien de tout cela n'est révélé lors des autopsies. Une allergie? Quelque insecte, araignée ou parasite qui aurait voyagé dans les cales des bateaux? Aucune trace. Pourquoi pas alors une arme biologique secrète des Rouges, qui aurait empoisonné à dessein ces populations pour atteindre ainsi le cœur de l'Amérique? Pas de signes, preuves ou rumeurs de cela rapportés par les services de renseignement. Et surtout, rien de semblable n'est connu.
Quelle toxine resterait en sommeil des mois durant pour tuer sans symptômes ni séquelles? Dépêché sur les premiers cas, le docteur Michael McGee du comté de Ramsey notera dans son rapport, je cite, « Je ne sais pas de quoi ils sont morts. Ils ne sont pas morts d'une balle dans la tête ni poignardés au cœur. Ils ne sont pas tombés du toit, ils n'ont pas été empoisonnés. Nous avons fait une autopsie dans chaque cas et nous n'avons rien trouvé. » Nous ne pensions pas que quelque chose de mystérieux se préparait jusqu'à ce que les 3e et 4e morts se produisent très rapidement, en l'espace de quelques mois. D'après mes propres recherches dans la littérature médicale, j'en arrive à la possibilité surprenante que ces 5 morts à Saint-Paul, tous de jeunes hommes en bonne santé, pourraient avoir été littéralement effrayés à mort dans leur sommeil. Fin de citation. Ce point est une autre des étrangetés de cette malédiction. Elle ne frappe même pas les plus faibles. Les victimes, de 25 à 40 ans, sont en bonne santé d'après leurs proches, le dossier médical établi à leur arrivée sur le territoire et l'autopsie. Alors, pendant que l'autorité médicale s'arc-boute sur ses microscopes, la rumeur se répand parmi les communautés. Quelque chose d'ancien et de mauvais les a suivis. Daptsong, Kurodama, Atonryo, des entités légendaires venant tourmenter les vivants et prendre leur dernier souffle quand le sommeil arrive. À vous d'y voir des démons, esprits, yokai ou croque-mitaines, mais la seule façon de s'en protéger, et tous ces immigrés le savent, c'est de ne pas dormir. Bien sûr que c'est illusoire. Combien de temps tiendriez-vous sans sommeil, même si votre vie en dépendait? Boissons énergisantes, café, remèdes traditionnels, drogues, activités physiques et rituels. Au sein de chaque famille, tout est mis en place pour tenter de retarder l'inévitable. Certains pensent même berner le destin en restant actifs la nuit pour dormir le jour. C'est peine perdue. Morphée est votre ennemi, qu'importe l'heure où vous le rejoindrez. Inéluctablement, au fil des semaines, les décès se succèdent à un rythme grandissant, sans pattern discernable. Les rares témoins de ces morts ne peuvent qu'assister à l'agonie de leurs proches. Au milieu d'un sommeil qui paraît paisible, la victime commence à respirer avec difficulté, gémit, suffoque sans même sembler se débattre et ne répond pas si on tente de la réveiller. 1 à 2 minutes de spasme et de souffrance plus tard, le cœur s'arrête dans un dernier battement. D'autres récits arrivent aux oreilles des enquêteurs et médecins du CDC dépêchés sur place. Ceux de rares survivants. Des ragots d'abord ignorés car les Occidentaux n'y voient que des légendes colportées par des paysans incultes et superstitieux, mais leur régularité et la sincérité des victimes agressées troublent les biologistes et universitaires venus en renfort. Les survivants décrivent une vie sans histoire, leurs efforts pour tenter de s'intégrer à ce nouveau monde et à cette culture qu'ils découvrent. À propos des heures précédant l'attaque, ils parlent d'une soirée tranquille passée en famille après une journée banale. Arrive l'envie de dormir et un coucher tout à fait ordinaire. Puis un demi-réveil comme quand, parfois, on ouvre un œil pour se rendormir dans la minute. C'est là qu'ils sentent une présence dans la pièce, près d'eux, et qui les observe. Aucun ne pense alors que leur enfant ou un membre de la famille serait venu pour quelque raison dans leur chambre. Non. C'est autre chose. Quelque chose qui est là, tapi dans les ténèbres. Ça se tient très près d'eux et c'est viscéralement mauvais. Ils le savent et le ressentent au plus profond de leur être. Ils se réveillent alors en sursaut et l'assurent aux enquêteurs, c'est un réveil complet et rapide. Ils ne rêvent, ou plutôt ne cauchemardent pas, ce qui leur arrive. Dans l'obscurité et pensant à leur famille dormant sous le même toit, leur premier réflexe est de se lever pour les protéger. Et c'est à cet instant que l'attaque commence. Ils se font plaquer au lit, immobilisés par une masse brutale et puissante qui fond sur eux. Y a-t-il une ou plusieurs choses ? Impossible de le savoir. Mais quoi que ce soit, ils sentent que ça leur attrape et en serre avec force les jambes et le bassin. Leur torse est comprimé, leurs bras et épaules fermement maintenus. La chose malsaine, pesante, ancienne est sur eux.
Faible ou athlétique, aucun ne parvient à s'en libérer. La chape de plomb qui les paralyse est de plus en plus lourde et très vite, c'est leur gorge que l'on comprime, ne laissant passer qu'un mince filet d'air sifflant. Puis, ils comprennent qu'elle pose ses doigts, ou quoi que cela puisse être, sur leur torse. Tous endurent au plus profond de leur poitrine la même sensation douloureuse, tellement glacée qu'elle en devient brûlante, d'une masse rugueuse qui s'insinue et agrippe leur cœur, le serrant chaque seconde un peu plus. Luttant avec l'énergie du désespoir et de leur dernière force, ces rares survivants parviennent par miracle à se libérer. Après plusieurs minutes de lutte intense, la chose disparaît, les laissant terrifiés et à bout de souffle. En un instant, la pièce est vide. Mais beaucoup gardent encore la sensation des heures plus tard, des pressions sur et au plus profond de leur corps. Un envoyé spécial du New York Times écrit en mai 1981, après avoir suivi une enquête du CDC dans l'un des camps d'accueil, je cite, « La cause de la mort des 18 réfugiés dans leur propre lit aux petites heures du matin reste un mystère. Les décès ont généralement été attribués à une arythmie cardiaque probable ou à un rythme cardiaque irrégulier. Bien que les pathologistes aient été réticents à l'avancer publiquement, une possibilité explorée est un schéma obscur appelé « mort cauchemardesque », dans lequel la mort résulte d'une terreur intense. Le docteur Roy Beron, épidémiologiste au CDC, a analysé ces schémas de mort mystérieuse à la recherche d'une source potentielle d'épidémie. Il reconnaît que les cauchemars sont une possibilité, mais souligne qu'aucune conclusion n'est pour l'instant actée. Cependant, le docteur Beron confirme que, sur la base des rapports des médecins légistes qui avaient examiné les corps, l'analyse préliminaire indiquait des causes naturelles et de fait excluait les accidents, les actes criminels et le suicide. L'entité, affamée d'âme et de cauchemars, poursuivit son œuvre jusqu'à la fin de l'année 1983, avant de mystérieusement disparaître. Elle se terre depuis, dans l'esprit des centaines de proches endeuillés qui, chaque soir, quand le sommeil les gagne, se demandent s'ils verront le soleil se lever. Je vous parlais d'enfer dans l'histoire précédente. En voici un autre que connut l'Europe. Nous voilà dans le chaos de la Première Guerre mondiale, et plus précisément sur le front de l'Est, en 1915. Là-bas, et de façon très schématique, l'alliance franco-russe en supériorité numérique fait face à l'Allemagne et ses alliés austro-hongrois qui disposent, eux, d'une supériorité technologique et logistique. Et la maîtrise de la logistique, c'est ce que cherchent les Allemands depuis septembre 1914 au milieu des plaines isolées des terres de la Vistule. Dans cette région marécageuse et difficile d'accès, se dresse depuis plus de 20 ans une forteresse isolée. C'est un passage obligé pour traverser la zone grâce à la seule voie ferrée de la région. Pour percer les lignes russes et s'enfoncer dans leur territoire, les Allemands doivent impérativement prendre cette place forte. Dès les premières semaines du conflit, les épais murs de briques et de béton sont pilonnés par l'artillerie et bombardés par l'aviation. La zone est encerclée et un siège est mis en place, ceinturant la poche de résistance russe de tranchées et de multiples lignes de barbelés. Pourtant, malgré le rude hiver de 1914 et jusqu'à l'été 1915, la fortification tient bon. Mais pas les nerfs de l'état-major allemand. Le maréchal Paul von Hindenburg, officier retraité qui reprend du service à l'occasion de cette guerre, décide d'utiliser les grands moyens pour faire de la forteresse russe la tête de pont de l'armée impériale. Pour cela, il fait appel à l'un des scientifiques les plus brillants de ce début de siècle, le chimiste Fritz Haber. Oui, l'inventeur des gaz de combat. Haber s'est déjà illustré au printemps 1915 sur le front ouest dans la bataille d'Ypres en Belgique, en déployant un gaz de combat à base de chlore. Une arme tellement efficace qu'elle surprend autant les positions franco-britanniques qu'allemandes. Les premières s'en trouvent décimées.
les secondes n'avaient pas prévu de pouvoir avancer autant sur le champ de bataille. Avec plus de 3 km de ligne de front nettoyée en moins d'une heure, des milliers de morts dans les rangs adverses, et tout ça sans un seul coup de feu tiré, faut dire que la méthode est diablement efficace. Et c'est vrai que c'est pas mal. Mais l'humain excellent dans l'art de nuire à son prochain, le maréchal Hindenburg demande à Haber d'améliorer encore sa formule. Il faudrait un gaz plus lourd, plus visqueux, qui reste bien au sol sans se dissiper et qui remplisse les tranchées. Et bien sûr, qui tue plus. Et plus vite aussi. Fervent patriote, le chimiste se met au travail et à l'été 1915, sa nouvelle formule est prête. Suivant la stratégie de l'état-major et de Hindenburg face au tsar, 150 tonnes de ce nouveau gaz sont acheminées sur le front est et placées au vent de la forteresse tant convoitée. Le 6 août, à 4 heures du matin, un petit vent se lève. Une brise légère de 3 à 4 mètres par seconde, les conditions idéales pour voir la dernière innovation du scientifique à l'œuvre. Les 12 bataillons d'infanterie allemande se tiennent prêts à charger pendant que les 30 pièces d'artillerie lourde commencent à pilonner les tranchées et fortifications russes. Alors pourquoi tirer des obus s'ils comptent envoyer du gaz? Déjà, pour faire sortir tous les soldats adverses qui vont prendre position et se regrouper, anticipant un assaut imminent. Mais aussi pour la fumée que ça crée à l'impact. Ça permet de masquer un peu le mur de brouillard verdâtre qui s'avance maintenant vers les défenses adverses. Une charmante surprise au réveil, en somme. Face aux 7000 soldats de l'Empire et à la vague de poison, 1200 soldats et miliciens du tsar tiennent les tranchées et lignes de défense. Et arrive le subtil et délicieux mélange de brome et de chlore. Amis non chimistes, laissez-moi vous en dire un peu plus. Le brome a cet avantage d'être suffocant et caustique. Comprenez qu'il provoque de graves irritations et brûlures chimiques sur la chair et les muqueuses. Par muqueuse, j'entends bien sûr la bouche, les yeux, le nez, mais aussi la gorge et les poumons qui se mettent à suinter et se remplir de mucus. Vous vous noyez donc très vite dans vos propres excrétions. Mais pour être sûr du résultat, le chlore est indispensable. Déjà parce que c'est un gaz 2 à 3 fois plus lourd que l'air qui va donc bien rester concentré sans se diluer. Il reste plaqué au sol, remplit les tranchées et abris adverses. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Le gaz de chlore, quand il rencontre de l'eau ou de l'humidité, s'y combine pour former de l'acide chlorhydrique. De l'eau. Un peu comme la sueur qui recouvre les soldats russes réveillés à 4 heures du matin par le pilonnage de l'artillerie. Et l'humidité, c'est bien ce qu'on trouve aussi au niveau des yeux, de la bouche et de tous les organes internes, non? Surtout qu'avec le brome, niveau suintement, on est déjà sur du bon niveau. Il ne faut que quelques secondes pour qu'au contact du gaz, les soldats hurlent quand l'acide attaque leur chair, leur trachée, dissolvant les tissus les plus tendres. Étouffant dans leur propre sang, crachant littéralement des morceaux de leurs poumons, ou encore vomissant, les victimes alimentent la réaction chimique. Vous pensez vous en tirer en retenant votre respiration? C'est merveilleusement naïf. Mais admettons. Votre peau est de toute façon humide. L'acide attaque les tissus tendres comme les paupières, le nez, les yeux, les lèvres, les oreilles. Votre corps n'est qu'une plaie brûlante rongée de toutes parts. Même si vous résistez à l'envie de hurler, viendra le moment où, au bord de l'asphyxie, vous serez obligé de prendre une grande inspiration. Le temps de vider les 150 tonnes du mélange asphyxiant, la vague mortelle submerge tout pendant près de 15 minutes. Dans les tranchées, c'est l'hécatombe. Les victimes, au reste de visages devenus grotesques et déformés par la douleur, aux mains rongées, encore crispées sur leurs fusils, ont péri en quelques dizaines de secondes. À l'intérieur de la forteresse, les baraquements aux planches de bois mal ajustés et endommagés par les bombardements ont laissé filtrer le poison, n'offrant aucune protection. Les abris des niveaux inférieurs? Je vous l'ai dit, le chlore est un gaz lourd. Il a envahi les sous-sols pour y stagner. L'édifice est conçu pour résister aux explosions,
mais pas à une attaque chimique qui vous consume à l'extérieur et vous ronge de l'intérieur en quelques minutes. La plaine marécageuse redevient silencieuse. Plus de tirs, plus d'explosions, plus de hurlements. Le mortel nuage s'éloigne, laissant dans son sillage des cadavres par centaines. Les 7000 soldats allemands de la 76e division Landwehr montent alors à l'assaut des lignes de défense russes. Enfin, à l'assaut c'est vite dit. Il n'y a plus rien à attaquer. Tout juste devront-ils peut-être achever quelques hommes agonisants s'il leur prend l'envie de gâcher une balle. Mais pas dans la première tranchée qui n'est remplie que de tas de chair boursouflée. Deuxième tranchée, troisième tranchée, le spectacle est le même. Progressant rapidement au milieu du sol grêlé par les milliers d'obus tirés, leur victoire est totale. La forteresse, d'où se dissipent les dernières volutes du gaz mortel, conquise. Et c'est à ce moment-là que les morts se mirent à marcher. La funeste brume avait englouti les hommes et réveillé les cadavres. Émergeant du lourd brouillard, une centaine de corps s'extirpent de la dernière tranchée, rampant et boitant, un pas après l'autre, dans un chaos infernal. Leur râle bruyant résonne, les trachées à vif cherchant encore un air qui ne soit pas vicié. Ils avancent portés tant bien que mal par des jambes tremblantes, trébuchant sous le poids d'un corps mutilé par les brûlures chimiques. Tous sont affublés d'uniformes gorgés de sang, de vomi et couverts des sécrétions de leurs camarades. Des larmes de sang coulant de leurs yeux rouges aux paupières brûlées, figeant d'horreur les attaquants allemands. Aux premières lueurs du matin et dans un lugubre cri de douleur et de rage, leur voix rauque résonne. Avec à leur tête ce qu'il reste du lieutenant Vladimir Kotlinski, la horde des non-morts, baïonnettes au fusil, charge les soldats allemands. Pris de panique, ceux-ci tentent de battre en retraite de façon désordonnée, mais les hommes en première ligne doivent engager un vain combat, perdu d'avance, au corps à corps. La panique gagne très vite l'ensemble des régiments qui fuient et tentent de rejoindre leur position arrière. Trébuchant, tournant le dos aux tirs sporadiques ennemis, ils se retrouvent vite piégés. Les lignes de barbelés destinées à assiéger la citadelle deviennent leur prison. Acculés et désarmés face à l'innommable, les unités de la Landwehr qui n'ont pas perdu leurs armes dans leur fuite se défendent et ouvrent le feu. Mais comment tuer avec du plomb ce que le gaz et l'acide n'ont pu vaincre? D'autant que dans la confusion, l'arrière-garde ne peut tirer au risque de toucher ses propres soldats. C'est maintenant dans les rangs allemands que les morts s'accumulent. Puis, au fil des heures, à mesure que le soleil monte dans le ciel, le silence revient. Les Russes, peu à peu, tombent une seconde fois, à tout jamais vaincus au terme de cette ultime danse macabre. Les soldats de l'Empire survivants, encore hébétés de ce cauchemar, parviennent enfin à rejoindre leur position. Il est 11 heures du matin, le 6 août 1915, quand la contre-attaque des hommes morts s'achève. L'armée impériale n'a pas pris un mètre aux Russes. Le front se déplace et 2 semaines plus tard, ceux-ci abandonnent définitivement la forteresse devenue inutile, dernière gardienne solitaire de milliers d'âmes mortes 2 fois. Nous voilà au bout de ces 3 histoires. J'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes de douceur dans un monde de brutes. Alors, qu'en avez-vous pensé? Et pour revenir à notre petit jeu, quelle est à votre avis la fausse histoire? La courte vie de Zavitki, les mortels cauchemars ou l'attaque des hommes morts?
Oh, surprise, ça me c'est simple. C'est juste pour te dire qu'il faut pas que tu pars, hein. C'est juste une blague, elle. En fait, la vidéo, elle est pas finite. Astronoki qui va t'expliquer c'est quoi les vraies histoires et c'est quoi la fausse. Mais si la vidéo, elle aurait pas été finite et que tu aurais pas été abonné, bah tu aurais pas pu savoir c'est quoi la vérité, parce que tu aurais pas été au courant que quand la suite, elle sort. Alors surtout, tu oublies pas de t'abonner, qu'elle. Comme ça, Astronoki, il aura le million. Promis, ce coup-ci, on va au bout. Alors, reprenons dans l'ordre. Zavitki est le nom que les scientifiques russes ont donné à la petite orpheline effectivement ramassée dans les rues de Moscou. On peut traduire Zavitki par bouclette ou frisette en français, et l'on peut ensuite traduire ça en anglais par Curly. C'était l'un de ses surnoms dans la presse américaine, l'autre étant Mutnik. L'histoire de Zavitki, laissée à mourir en orbite quand elle a été révélée, a fait un énorme scandale en Occident. Et si ça ne vous dit toujours rien, vous devriez connaître un autre de ses surnoms. Laika. J'ai pas dit que Zavitki était une petite chienne bâtarde, mais j'ai pas non plus dit que c'était un humain. Ramassée dans les rues de Moscou, elle deviendra le premier être vivant à être placé sur orbite. Et la première à y mourir aussi. Avec un peu de chance, et vu le nombre de passionnés d'aéronautique dans mes abonnés, du fait aussi que je lui ai déjà dédié une vidéo, j'ose espérer que vous avez été bon nombre à ne pas vous laisser prendre. N'empêche, imaginez-vous, à 3 ans, entouré d'aliens. Ils font 5 fois votre taille, vous font subir des expériences quotidiennes pendant des semaines sans que vous n'en compreniez ni le sens ni la finalité, pour finalement être enfermé dans un caisson isolé de tout, et y mourir en étouffant et agonisant pendant des heures dans une chaleur extrême et moite. Bah, c'est ce qu'a vécu la pauvre bête. Mais au moins la science a progressé durant cette mission, n'est-ce pas? Bah en fait non. Son seul et unique but était de provoquer les USA en envoyant un second Spoutnik 1 mois après le premier pour célébrer l'anniversaire de la Révolution et la victoire technologique de mettre un être vivant en orbite. Bref, Laika est morte pour montrer qui avait la plus grosse. Et au risque de me répéter, j'ai une vidéo qui lui est dédiée. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Zavitki, Mutnik, Kudryavka ou Laika, selon qui l'a nommé, a donc bien existé, mais peut-on mourir de peur dans son sommeil? Bon, celle-là, j'avoue, la ressemblance avec la série de films Freddy était peut-être un peu trop évidente. Sans les avoir forcément vus, les vieux comme moi connaissent au moins le personnage. Mais les plus jeunes peut-être pas. Alors petit récap. Freddy, c'est donc lui, une sorte de croque-mitaine ou monstre des cauchemars, qui rentre dans les rêves de ses victimes pour les y pourchasser et les tuer en se servant de leur peur. On est dans du pur slasher des années 80 et 90, il y a 9 films au total, de qualité inégale. Les 3 premiers se regardent encore bien et font leur petit effet avec ce qu'il faut de gore dedans, le reste est passable. Pour autant, cette saga est bel et bien inspirée des faits réels que je vous ai racontés. Parmi les réfugiés ayant rejoint les USA, près de 200 hommes meurent mystérieusement dans leur sommeil au début des années 80, sans cause apparente. Comme le disent les rapports que j'ai mentionnés, les malheureux sont morts de peur dans leur sommeil. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'une explication partielle sera trouvée. Ce mal étrange touchait en grande majorité la population des Hmong. Chez ceux-ci, on a trouvé des prédispositions génétiques aux défaillances, fibrillations et arythmies cardiaques. Ajoutez à cela des carences en vitamines, bénignes pour la population en général, mais pouvant aggraver ces symptômes. Mais ça n'explique pas pourquoi ces morts se produisaient pendant le sommeil des victimes et pas en journée. Le docteur Matteo Vatta du Collège de médecine du Texas fait cette analyse. Je cite: « Quand le rythme cardiaque ralentit pendant le sommeil, les problèmes électriques qui déclenchent ce syndrome sont plus prégnants. Ils prennent le pas sur la capacité du corps à réguler les battements du cœur et lui envoient un dernier spasme mortel. » Fin de citation. Le stress post-traumatique jouait aussi un rôle important. Ces populations avaient fui la guerre, les massacres, les purges. Vous passez pas toujours des nuits apaisées avec ces souvenirs en tête. La survenue de paralysie du sommeil, dont on sait que le stress est un facteur aggravant, pourrait avoir encore accentué le phénomène.
Vous faites un cauchemar qui vous réveille à moitié, vous êtes encore anxieux et une paralysie du sommeil survient. Vous connaissez la légende de l'esprit qui tue dans le sommeil, vous stressez d'autant plus et votre cœur finit par lâcher. C'est du moins la meilleure explication rationnelle que propose à ce jour la science, et donc à vous d'y croire ou pas. Ne reste donc plus que l'attaque des hommes morts, ces âmes torturées revenues à la vie dans les épaisses volutes d'un brouillard verdâtre au milieu de marécages soviétiques. Visuellement, on est bien dans le thème de la soirée, je trouve. Le retour des morts vivants, le film de 1985, vous connaissez ? 2 employés libèrent par erreur un mystérieux gaz qui fait revenir à la vie des morts affamés de cerveau. Au début, ça en fait juste revenir un que les héros arrivent à incinérer. Mais la fumée de crémation du brave zombie se mêle aux nuages et à la pluie qui commence à tomber sur le cimetière de la ville. Et paf, ça fait pas des chocs à pic, mais une armée de macabées qui a la dalle. Un film sympa, de mélange entre comique et horreur, à voir aussi avec un gros bol de popcorn. Petit debunk s'il en était besoin, non, un gaz ne ramène pas les morts à la vie. Déjà parce qu'ils sont morts, donc ils ne respirent pas, donc penser utiliser du gaz pour ça ne servirait à rien. Par contre, si vous voulez voir des morts qui bougent, j'ai une vidéo qui devrait vous plaire, celle qui parle du signe de Lazare. Alors il n'y a pas de gore, on n'y voit pas un corps putréfié venir boulotter l'encéphale d'une infirmière, mais allez y jeter un œil, ça fait tout de même son petit effet malaisant et perturbant. Pour en revenir à nos zombies des steppes, et vous l'avez à présent compris, c'est du bidon. Les morts ne reviennent pas à la vie et jusqu'à vraie preuve du contraire, ne nous parlent pas non plus avec des planches de Ouija grâce au médium d'internet ou au don de Tati Simone. Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont bien utilisé à plusieurs reprises du gaz asphyxiant à base de chlore et de brome avec exactement les effets que je vous ai décrits. Et quand vous étiez mort, vous le restiez. Mais lors de l'attaque de la forteresse d'Ozovice sur le front de l'Est, le gaz n'avait pas tué la totalité des défenseurs russes. À la vue du nuage mortel, une partie d'entre eux avait tenté de se protéger comme ils le pouvaient, avec des linges mouillés ou imbibés de leur urine, enroulés autour de leur tête. Impossible bien sûr d'y voir quoi que ce soit, et il est très difficile de respirer dans ces conditions. Mais aussi dérisoire soit-elle, cette solution prolongea leur vie, et leur souffrance, quelques heures de plus. La plus grande partie du gaz se transformait en acide au contact de l'eau contenue dans les linges. L'air pénétrant dans leurs poumons était alors un peu moins corrosif. Mais corrosif quand même. Couverts de tissus de plus en plus imbibés d'acide concentré rongeant leur chair à nu, ils ne survivent que grâce à leurs poumons à peu près épargnés. Se sachant de toute façon condamnés, les hommes du lieutenant en second Vladimir Karpovitch Kotlinski attendirent le dernier moment pour lancer leur contre-attaque. Ils furent épaulés par 2 compagnies russes situées sur les flancs et qui n'avaient pas ou peu été touchées par le gaz. On ignore le nombre de morts exact de cette bataille. Dans le camp du tsar, on estime que 1200 âmes sont perdues. Côté empire allemand, autour des 600 soldats dans la contre-attaque. Des sacrifices qui mettront les Allemands en déroute, mais néanmoins inutiles puisque 15 jours plus tard, la ligne de front se déplace et la forteresse, qui n'offre plus aucun intérêt stratégique, est sabotée, puis abandonnée par les troupes russes. Les 3 histoires d'aujourd'hui étaient donc bel et bien vraies. Mais comme vous savez déjà que tout ce qui est sur Internet est vrai, il ne vous reste donc qu'à lever les yeux au ciel, être astronogeek, et vous abonner pour que j'arrive enfin à ce putain de million. Vous imaginez pas à quel point c'est frustrant d'en être aussi près. À la revoyure. Ça y est, la vidéo elle est finie pour te frais? Sopo, sopissime, c'est simple. Et aujourd'hui, je vais vous faire une réclame pour YFood. Alors YFood, c'était ça, expliquer c'est quoi? C'est tes poissons que ça ressemble à tes yaourts à poire et que c'est fait pour quand t'as pas le temps de manger correctement. Alors à la place que tu manges du fast food, et tu manges du YFood, comme ça dans une bouteille et un quart de tout qu'est-ce qu'il faut par jour. Et comme ça tu meurs pas de faim et tu attrapes pas non plus le gros cul. Mais des fois t'as pas envie d'un yaourt à poire, alors YFood ils font aussi tes parts. L'œil, si t'as envie de goûter, tu peux prendre le pack découverte où ce que dedans y a un mélange des goûts que YFood ils font. Comme ça tu essayes et tu décides qu'est-ce que tu préfères.
Et dans le pack découverte, il y a une barre qu'il n'y avait pas avant. Fustine de Waifu, elle m'a envoyé un paquet tout entier. L'œil, ça c'est le goût fraise, chocolat. Et même que c'est adapté pour les gens qui prennent feu s'ils mangent de la viande. C'est pour la 20e fois, les véganes ne prennent pas feu s'ils mangent de la viande. Yo, et pas vas-y, mon. Putain, mais je t'ai déjà expliqué que j'étais pas végane. Yo, ils disent tous ça. Bon, c'est tu m'emmerdes. Hein. Fausse morse. Je te montre, qu'est-ce qui reste dans le frigo là? Du saucisson, et ben ça fera l'affaire, regarde. J'ai l'air de prendre feu. Molo, c'est le saucisson au piment qu'on m'a offert en convention. Oh la vache. Ah, tu vois que t'es en train de prendre feu. Putain, mais c'est parce que c'est le saucisson super pimenté. Yo, toujours les mêmes excuses. Putain, il va plus me lâcher avec ça maintenant. Donc se disait que pour ceux qui prennent feu s'ils mangent de la viande, les nouvelles parts de ces waifu, elles sont véganes. Comme ça tu cours aucun risque. Vache, il reste du lait. C'est pas du lait que t'as besoin, c'est un extincteur. Donc si tu as envie d'essayer les barres, tu peux prendre le pack découverte. Et si tu aimes la fraise et le chocolat et que t'as pas envie de prendre feu comme le chef en mangeant de la viande, tu peux acheter les nouvelles barres chocolat fraise. Somor Hortung. Dans la description, je t'ai mis un lien que si tu cliques dessus, est 10% de réduction. Et tu peux aussi utiliser le code Astrono YouTube. Et ça marche pas que pour les barres, tu peux acheter tout qu'est-ce que tu veux. Et chef, tu veux de la biafine? C'est le ta gueule. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Fus.